Voilà, donc merci, c'est ma dernière intervention. Hein, voilà. Donc, pour illustrer ce propos, donc voici mes liens d'intérêt. Pour illustrer ce propos, je voulais vous montrer les données qui ont été récemment publiées de l'étude GALA. Donc, GALA, qu'est-ce que c'est ? C'est The Global Agile Alliance Study. Donc, c'est une initiative originale qui est portée par le docteur Binita Kamat de l'Université de Toronto au Canada, qui a créé une base de données internationale pour collecter les données chez tous les enfants et les jeunes adultes avec un syndrome d'Alagille. Actuellement, il y a 32 pays qui participent et 67 centres, mais les inclusions sont encore ouvertes. Et il y a plus de 1400 enfants avec un syndrome d'Alagille qui ont été inclus, avec une médiane de suivi de 6 ans. Donc, qu'est-ce qu'on connaît de l'atteinte hépatique dans le syndrome d'Alagille ? Des choses que vous connaissez tous. Classiquement, les patients, ils ont une cholestase néonatale à gamma-GT élevée. Et en effet, dans l'étude, c'est le cas de 85% des patients. Ce qui veut dire que quand même 15% des patients ne se présentent pas avec une cholestase néonatale. Classiquement, on connaissait la paucité des voies biliaires qui était un signe quasi pathognomonique à l'histologie pour cette pathologie. Et il y a eu 750 biopsies qui ont été analysées. Donc, parmi ces 750 biopsies de foie natif de patients, seulement 70% des patients présentaient une paucité des voies biliaires. Donc, l'absence de paucité ne doit pas forcément remettre en cause le diagnostic. Et puis, on a tous eu dans notre expérience, vu que l'évolution est très variable selon les patients. Certains patients vont juste garder des anomalies biologiques isolées et d'autres vont évoluer vers une maladie hépatique sévère avec une insuffisance hépatique sévère. On sait que la pénétrance est variable et il n'y a pas du tout de corrélation génotype-phénotype dans cette maladie. Donc on avait parfois du mal à voir finalement quel patient allait évoluer vers quelle maladie. Les manifestations de la cholestase, c'est vraiment ça qui gêne les patients. C'est ce dont Laure Doré vous a parlé. Au premier plan, le prurite qui est très invalidant, l'exanthome et également les défauts de croissance qui gênent certains patients. Donc, cette étude nous a permis d'avoir des informations sur le taux de survie avec foie natif, qui est donc de plus de 50% à 10 ans et de 40% à l'âge de 18 ans, ce qui veut dire qu'avant l'âge de 18 ans, il y a près de 50% des patients qui vont être transplantés hépatiques et environ 10% des patients qui seront décédés avant l'âge de 18 ans, principalement de complications cardiaques et vasculaires. Les indications à la transplantation hépatique, c'est les indications qu'on connaît tous sur les cholestases persistantes. Comme on disait tout à l'heure, les complications de la cholestase, un prurite réfractaire, la présence de xanthome très invalidant peut être des indications à une transplantation hépatique. Également des choses qu'on connaît un petit peu moins avec la présence quand même d'une cirrhose indiquant une transplantation hépatique chez 5% des patients et puis 30% des patients qui présentent une hypertension portale qui indique la transplantation hépatique. On voit que plus de la moitié des patients avaient bien sûr plusieurs indications de transplantation hépatique. Le risque de cancer a aussi été évalué chez cette population. Ce qu'ils ont trouvé, donc, c'est qu'il y avait un carcinome hépatocellulaire histologiquement prouvé dans moins de 1% des cas. Un âge médian au diagnostic de CHC qui était quand même jeune, 4 ans chez les patients, et tous diagnostiqués avant l'âge de 8 ans. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y avait seulement 55% des patients qui avaient une fibrose hépatique associée. Donc, un message à faire passer de dire que possible d'avoir un CHC dans le syndrome d'Alagille même sans cirrhose et qu'il faut le dépister précocement chez ces patients. Voilà, le point très intéressant, qui me semble le plus intéressant finalement de cette étude, c'est qu'ils ont retrouvé un facteur prédictif de l'évolution de l'atteinte hépatique qui est le taux de bilirubine total entre l'âge de 6 mois et 12 mois chez les patients qui serait prédictif de l'atteinte future, avec finalement 3 catégories de patients. Des patients qui ont un taux de bilirubine à moins de 5 mg par dl,
Donc ça correspond à peu près à 80 micromoles par litre. Des patients qui avaient un taux de bilirubine intermédiaire et puis d'autres qui ont un taux de bilirubine à plus de 10 mg par dl, qui correspond à peu près à 170 micromoles par litre. Et donc ce qu'on voit, c'est que chez les patients qui ont un taux de bilirubine entre 6 et 12 mois à plus de 10 mg par décilitre, un risque de transplantation hépatique qui est 15 fois plus élevé que chez les patients qui ont un taux de bilirubine moins important. Et ceux qui ont un taux intermédiaire, un risque de transplantation qui est presque 5 fois plus élevé. Donc finalement, de ces facteurs prédictifs, on peut en conclure que quand on a un diagnostic confirmé de syndrome d'Alagille, c'est important de regarder le taux de bilirubine total qu'a le patient entre l'âge de 6 mois et 12 mois. Finalement, si il est à moins de 5 micromoles par décilitre, donc moins de 85 millimoles par litre, on sait qu'il y a un très bon très bonne chance de survie avec foie natif qui sont de 80% à l'âge de 18 ans, une évolution hépatique bénigne qui est attendue. Donc, pour ces patients, il faut prévoir une prise en charge nutritionnelle, traiter la cholestase et éventuellement le prurite associé. Pour ceux qui ont un taux de bilirubine intermédiaire, on voit que le taux de survie avec foie natif, là, il est plus que de 30%. Un risque d'hypertension portale qui est multiplié par 4. Donc, ces patients-là vont avoir une évolution intermédiaire attendue. Donc, il faut bien sûr faire la même chose que pour l'autre groupe, mais également commencer un suivi rapproché des signes de maladie hépatique évolutive, débuter un screening des complications de l'hypertension portale assez précocement, et puis envisager le transfert vers un centre de transplantation hépatique pour évaluer les possibilités de transplantation. Et enfin, dans le dernier groupe, là, une survie avec foie natif qui est que de 18%, un risque d'hypertension portale multiplié par 8, une évolution sévère qui est attendue. Là, il faut avoir un suivi beaucoup plus rapproché, débuter précocement le screening des complications de l'hypertension portale, dépister précocement aussi le CHC et orienter finalement assez précocement vers des centres de transplantation hépatique. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ça illustre l'intérêt de ces registres avec plus de 1000 patients, 1400 patients. C'est extraordinaire et on a la même chose maintenant dans d'autres affections. Mais il faudrait que ça parte aussi de chez nous. Des questions pour Madame Laborde? Peut-être qu'on s'écarte un tout petit peu, mais est-ce qu'on s'est intéressé à l'incidence des hypogonadismes dans l'étude GALA? Là, sur ces premiers, c'est vraiment sur l'atteinte hépatique. Ouais. Là, ces résultats, il n'y a pas de données sur les autres atteintes. Après, je pense que comme c'est collecté dans le registre, il y aura très certainement d'autres publications à partir de ces données, en effet, parce qu'il y a une force avec ce grand nombre de patients qui sera très intéressante. Pas d'autres questions? Tout le monde est d'accord avec les 3 catégories de patients? En espérant, bien entendu, que les nouvelles molécules font faire passer les patients des catégories supérieures aux inférieures. Et on va peut-être, s'il n'y a pas de questions, merci beaucoup Madame Laborde encore.